Bienvenue dans le podcast Partage de coach. Je suis Charline, créatrice du mouvement Partage de coach et je suis ravie de vous accueillir ici. Partage de coach, c'est avant tout une communauté bienveillante, un espace où chacun peut révéler sa zone de génie, partager ses compétences et s'enrichir des expériences des autres. Ce mouvement est né d'une simple envie, permettre à des professionnels passionnés et talentueux de se faire connaître et d'échanger leur savoir et de créer ensemble quelque chose de plus grand. Parce qu'à plusieurs, on va plus loin. Dans ce podcast, vous découvrirez des parcours inspirants, des histoires authentiques et des échanges riches avec des coachs et des professionnels qui partagent leur expertise et leur humanité. Mon intention est de vous offrir un moment de connexion, d'inspiration et peut-être de transformation. Et si ce podcast vous donne envie d'aller encore plus loin, sachez que nous avons une communauté où nous organisons des conférences chaque lundi gratuitement. Les coachs que vous entendez ici animent également des ateliers plus approfondis sur des sujets précis pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Si vous souhaitez rejoindre cette belle aventure, je vous mets le lien juste en bas. Alors installez-vous immédiatement et ouvrez vos esprits. Laissez-vous porter par cette belle aventure collective. Bonne écoute. Bonjour Christelle, comment ça va? Coucou Charline, comment ça va toi? Bah oui, ouais ça va très bien. Bienvenue sur Partage de coach. Ah bah merci, je suis contente. Trop bien. Du coup, pour savoir, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, me présenter en quelques mots par rapport à mon activité, c'est ça? Oui. Ou à titre personnel? À qui tu es? Qui es-tu? Je suis un loup. Non, alors d'abord, je m'appelle Christelle Cherrier. Je suis une personne qui a travaillé depuis très longtemps sur soi. Depuis de nombreuses années, j'ai travaillé sur moi pour changer la relation avec mes fils. Aujourd'hui, ils ont 30 ans et 26 ans, mais à l'époque, ils avaient entre quel âge ils avaient à l'époque? Entre 10 et 12 ans, quelque chose comme ça, quand j'ai commencé, où j'ai pu m'apercevoir qu'on pouvait transformer sa vie. Parce que jusqu'à maintenant, je pensais que seule, la vie qu'on m'avait montrée, c'est-à-dire que mes parents m'avaient montrée, c'était la seule qui pouvait exister. Et grâce à une personne, que j'ai rencontrée, à ce moment-là où ça allait très mal dans mon couple, elle m'a parlé de Lise Bourbeau, Les 5 blessures. J'ai regardé qui était Lise Bourbeau sur internet et j'ai acheté tous les bouquins que j'ai pu, trouver sur elle, sauf Les 5 blessures. J'ai commencé par Qui es-tu? Un livre qui m'a permis de savoir qui j'étais, heu, où j'ai jamais pleuré autant de ma vie, je crois, parce que c'était une découverte qu'il pouvait exister une autre façon de vivre. Une autre façon de communiquer, une autre façon de voir, la vie de ses enfants, apprendre à se connaître et aussi à connaître mes propres enfants, oui, à l'époque, c'était des enfants encore, ados. Et après, j'ai commencé à aller après Qui es-tu? J'ai commencé à lire, Écoute ton corps et j'ai dit: «Mais c'est ça que je veux faire» et j'ai intégré l'école de Lise Bourbeau, ses enseignements pendant 1 an. Et après, au fur et à mesure, j'ai pu prendre conscience de comment transformer les choses. J'ai réussi à transformer la relation avec mes fils. J'ai appris à les connaître, à savoir ce qu'ils aimaient, à pouvoir leur faire des cadeaux sans qu'ils puissent le savoir, à avoir une relation de confiance, une relation, de complicité et ça, en tant que mère, je trouve que c'est vraiment tout l'or du monde qu'on peut se souhaiter et que je souhaite à tout le monde. Et ensuite, après, je me suis dit: «Bon, ben, maintenant, il y a pas que ça». J'ai continué. Une fois que tu tombes dans la marmite et ben, tu t'en sors plus, hein. Tu continues et tu continues et tu continues. Donc j'ai beaucoup lu, énormément. J'ai intégré aussi, les enseignements de Jean-Jacques Crèvecoeur, ceux de Thomas d'Ancenbourg, voilà, j'ai pris à droite, à gauche, Laurent Marchand aussi, qu'on peut trouver sur les réseaux, où je prends, ce qu'il dit, j'ai pu mettre des choses en pratique, de toutes mes lectures que j'ai pu faire, j'ai mis en pratique. Parce qu'on peut faire du développement personnel, mais si on ne met rien en pratique, il ne se passera jamais rien. Et le plus difficile, c'est de mettre en pratique parce que, ça demande du courage, de la persévérance, de la détermination et énormément, je dis bien énormément d'humilité. Parce qu'en fin de compte, on s'affronte nous-mêmes et on affronte notre ego, notre mental, notre orgueil, et puis c'est de se dire: «Bah,
OK, c'est vraiment la relation, de sortir de la relation de l'ego, de l'orgueil, du mental, à aller vers le cœur et quand on va en direction du cœur et ben, ça lâche et c'est là où tu pleures parce que c'est intégré et quand tu intègres, tu le sens dans ton corps, tu le sens dans tes cellules et une fois que j'ai bien travaillé sur plusieurs années, sur, moi et ben, j'ai senti mon corps, s'étriquer. J'ai l'impression d'être dans une boîte, d'être coincée, d'être, vraiment dans ouais, dans toute enfin, j'avais l'impression de plus pouvoir respirer et c'est là où j'ai commencé à me dire: «Bon, bah, là, j'ai besoin de libérer mon corps», mais je voulais trouver quelqu'un qui était un ostéopathe, mais énergéticien. Je ne voulais pas me faire craquer parce que je sentais pas le besoin de qu'il fasse craquer mon corps et j'ai rencontré une personne, qui a très bien travaillé sur mon corps où j'ai pu respirer, j'ai pu prendre conscience, en fin de compte, à ce moment-là, que le corps et l'esprit faisaient qu'un, mais j'étais pas encore dans ce chemin-là. Hein. Je me suis dit, tiens, je libère mon corps, j'ai travaillé sur moi, je libère mon corps, mais le chemin, c'était que le tout début, tout début, tout début. Et je suis allée la voir plusieurs fois, jusqu'au moment où justement sa façon d'aborder le soin sur le corps me parlait. Et je lui ai demandé savoir si je pouvais travailler avec elle, si elle pouvait m'apprendre sa technique. Elle m'a dit que c'était très compliqué parce qu'il fallait apprendre le corps humain, c'est-à-dire l'anatomie, et que c'était pas possible. Et donc, en moi, je me suis dit, bah écoute, c'est quoi? Eh ben, c'est pas possible, c'est pas grave. Eh ben, je vais aller voir ailleurs et je vais trouver. Et effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un sur une plateforme d'appel où il m'a dit, mais Christelle, vous pouvez aller voir la micro-ostéo digitale. Vous pouvez vous former, pour libérer le corps et apprendre l'anatomie sous les mains. Donc je suis allée voir, c'est avec Patrick Daguenet. Il y a aussi le docteur Jean Marchandise qui le fait. Ils ont travaillé tous les 2 ensemble et ils ont aussi connu, Maurice Poyet qui est la base de cette thérapie et lui, c'était un ostéopathe qui a découvert cette technique, lors entre guillemets, comment on appelle ça? D'un d'une sortie de corps, donc on dit une expérience de mort imminente et il a trouvé les 4 chaînes énergétiques pour libérer le corps et ces 4 chaînes après ont été «multipliées» entre guillemets parce que, Patrick Daguenet et le docteur Jean Marchandise ont trouvé aussi le reste apparemment. Maintenant, je n'étais pas avec eux, hein, donc c'est ce qu'on m'a dit et donc j'ai appris cette technique que Patrick Daguenet a mis en place. Donc j'ai été formée et certifiée en micro-ostéo digitale et en même temps après, ça a été le chemin, pour vraiment m'accompagner, mais aussi accompagner les gens à libérer leur corps. Et je dirais même que, après avoir travaillé, réfléchi, vu différentes personnes et cetera, j'ai intégré donc l'école de David Laroche, hein, qui à l'époque s'appelait EDEC, aujourd'hui s'appelle Paradoxe et j'ai pu comprendre le lien vraiment profond qu'on pouvait libérer la personne avec les mots MOTS et les mots MAUX. C'est-à-dire que plus on allait en profondeur, plus on allait interroger la personne sur ce qu'elle vivait, la façon dont elle voyait la vie, ses relations avec ses enfants, dans son travail, avec son père, avec sa mère, comprendre vraiment vraiment l'individu que la personne peut être, et ben, en fin de compte, cette personne s'identifie inconsciemment à ces mots MAUX avec sa façon de parler parce qu'elle finit par faire elle-même des relations et je trouve ça extraordinaire. Après, quand on a vraiment fini de travailler au niveau, j'allais dire anamnèse, hein, c'est vraiment, échange entre la personne et moi. Je demande à la personne d'aller sur la table et je libère son corps, c'est-à-dire je libère les mémoires qui pourraient être cristallisées dans son corps, donc au niveau mémoire cellulaire. Donc je vais toucher vraiment tout le corps sans exception en commençant par, la tête, c'est-à-dire au niveau de l'occiput et aller travailler jusque sur le sacrum et aussi sur toutes les parties du corps.
Et quand on lâche, quand on apporte de l'amplitude au corps, quand on le réharmonise, quand on libère les blocages physiques, les dysfonctionnements, et ben ça apporte à la personne vraiment une vitalité, elle retrouve son énergie, elle se libère, mais donc ça libère le corps et l'esprit et même le spirituel. En fin de compte, ça touche toutes les couches, aussi bien physique, physiologique, psychologique, émotionnel et même spirituel. Et c'est le fait de travailler sur le corps et de comprendre comment fonctionne la morphologie de chacun avec ses mots MOTS et les mots MAUX qu'on développe, et ben ça permet vraiment à la personne de comprendre son propre fonctionnement et moi de l'accompagner. OK, bah, merci. Par rapport à tout ce que tu viens de me dire, du coup, heu, c'est comment ça s'appelle, ta pratique, concrètement professionnelle? Alors, euh, il y a eu un moment dans ma vie où c'est vrai que je faisais de la micro-ostéo digitale, mais ce mot en question est une marque déposée au même titre que Chanel, que Dior, que je ne sais pas moi, Vuitton. Euh, et il y a eu un moment où moi, je voulais vraiment garder le développement personnel et le corps, hein. Je voulais vraiment garder les deux. Et je ne pouvais plus je ne pouvais plus à ce moment-là vraiment entrer dans cette école puisqu'on demandait quelque part de choisir. Et pour moi, c'était pas possible parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je suis partie donc de la fédération de micro-ostéo digital pour créer moi-même, j'allais dire ma propre thérapie qui est ostéothérapie. Donc, ostéo parce que je vais vraiment toucher le corps, mais thérapie parce que ça va englober toutes mes connaissances que je peux apporter à la personne. OK et du coup, si tu aurais une phrase pour te décrire, ça serait laquelle? Eh ben, disons que c'est une bonne question, ça. Alors, une phrase pour me décrire. Je fais au mieux pour rendre le monde meilleur. OK, top. Qu'est-ce que ça t'inspire? D'apporter une pierre à l'édifice pour que les gens puissent prendre conscience eux-mêmes de leurs propres valeurs, de leurs propres mots MOTS et les mots MAUX, et qu'ils puissent eux-mêmes se libérer et devenir autonomes dans leur propre vie pour qu'ils puissent vivre eux leur vie et non plus la subir. Mmh, Moi y je compris, comprends. hein. Oui, je comprends. Je comprends que c'est important. Tu m'as parlé de Ah plein oui. de choses, de la relation avec tes fils, le fait de transformer sa vie, de pouvoir voir les choses d'une autre façon. Concrètement, par rapport à ton chemin professionnel, toi, comment il a démarré et c'était quoi le fil conducteur? Le fil conducteur, ça a été mes fils en tout premier. Je veux dire, plus au niveau, co tu fait quoi comme job, même au tout début, tu fait Ouh, quoi comme alors attends. études? Comment D'abord, je me suis arrêtée en seconde, déjà, pour commencer. J'ai fait 2 secondes et puis après, j'ai dit, bon, on va peut-être pas en faire trois, hein. Donc, je suis partie. J'ai fait une école notariale où j'ai appris à taper à la machine. J'ai fait 1 an, donc une école notariale de sténo-dactylo parce qu'à l'époque, il y a quelques années, dans les années 80, c'était ça qui primait. J'ai fait qu'1 an parce que ça me gonflait. Et une fois que j'ai eu appris à taper à la machine, j'ai dit, bon, allez, hop, je vais chercher du travail. J'ai été secrétaire commerciale dans une société. Et j'ai fait après, je suis restée combien de temps là? Peut-être 2 ans. Et après, je suis partie. J'ai fait beaucoup d'intérim où je me suis éclatée dans l'intérim. Parce qu'en fin de compte, en intérim, j'apprenais beaucoup de choses. Je changeais de société tout le temps. J'avais des missions, hein. On avait des missions de 15 jours, 3 semaines, une semaine. Et je pouvais avoir aussi des missions de plusieurs mois suite à j'allais dire, à un congé maternité. Et puis, si tu veux, en fin de compte, j'étais là, mais j'étais pas là. C'est-à-dire, c'est-à-dire? je faisais partie de la société, mais sans en faire partie. C'est-à-dire, je me sentais pas intégrée, c'est-à-dire tous les problèmes de la société ou qui se tiraient dans les pattes et tout ça. Moi, j'étais out de tout ça. Mmh. Donc, je faisais mon job. Je m'entendais super bien avec les gens. J'ai fait des super rencontres. Mais après, je partais, je disais au revoir. Jusqu'au jour où je suis allée travailler dans une société
où j'ai rencontré le mari de ma future patronne, gérante. Et il m'a dit, écoute, Christelle, j'ai vu que tu avais bien travaillé, etc. Est-ce que tu serais d'accord parce que voilà, mon épouse a une société de nettoyage industriel. Est-ce que tu serais d'accord pour acquérir cette société? Et j'ai fait, oh là 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 là, pas si vite. J'ai dit, OK, mais moi, je veux être déjà intérimaire avant de m'engager dans cette société. Parce que j'ai dit, si on ne s'entend pas ou s'il y a quelque chose qui ne va pas l'une vis-à-vis de l'autre ou quoi que ce soit, que ça soit clair et qu'il n'y ait aucun représailles ni d'un côté ni de l'autre. On ne s'entend pas, on s'en va, chacun continue sa vie et basta. Et j'y suis restée 17 ans. Parce que dans mon éducation, mes parents avaient fait carrière dans leur façon de travailler. Ma mère a commencé dans sa société, elle avait 16 ans. Elle en est partie, elle en avait 65. Donc, comment te dire que dans sa tête et dans la tête de mes parents, c'était faire carrière. Sauf que nous, dans les années 80, 80 entre 80 et 2000, ben, c'est ce qu'on pourrait dire, on était entre deux, c'est-à-dire entre ceux qui faisaient carrière et là où ça demandait du changement. Parce que c'était pas encore rentré dans les mœurs de changer de société souvent pour ta propre évolution. On n'était pas là-dedans. On était vraiment entre les deux. C'était vraiment quelque chose qui était vraiment entre les deux. Et si tu changeais trop de société, tu étais mal vu. Si tu changeais pas de société, eh ben, c'est que tu voulais pas progresser. Donc vraiment, c'était ambivalent. Et puis, donc, je suis restée dans cette société pendant donc, 17 ans. J'en suis partie. Et après, je suis restée au chômage pendant 3 ans, où justement, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait eu un problème dans mon couple. Et c'est là où j'ai découvert Lise Bourbeau. Et après, donc, j'ai ouvert ma propre société qui était de service à la personne, euh, qui fonctionnait bien, que j'aimais beaucoup, parce qu'en fin de compte, ça me rapprochait un peu du nettoyage industriel dans lequel j'avais vécu. Donc, c'est bien parce que dans ma façon de penser, je me suis dit, tiens, j'ai travaillé dans le nettoyage industriel, donc dans les sociétés. Donc, quelque part, on faisait du ménage dans les boîtes. Après, on faisait du ménage chez les gens. Et maintenant, j'accompagne les gens à libérer leur corps. Donc, j'ai trouvé le chemin exceptionnel. J'ai dit, waouh, tu fais fort, Christelle. Ah oui, Donc, voilà le processus. trop intéressant. Et toi, pour toi, là, s'il y aurait un moment clé ou une rencontre qui t'a marqué dans ta vie, dans ta carrière, ça serait laquelle? Euh, un moment clé qui m'a marqué, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que j'ai fait partie d'une association qui s'appelait Aux Portes de l'Éveil pendant plusieurs années, où on avait la chance de rencontrer et de contacter des intervenants qui venaient exprimer ce qu'ils avaient vécu. Donc, il y a eu Julien Delumeau, qui est hypnothérapeute, mais aussi qui a cette faculté de transmission, j'allais dire entre guillemets, de l'au-delà, c'est-à-dire qu'il a des capacités médiumniques. Isabelle de Paris, qui était la présidente de l'association, qui elle-même est médium, donc médium qui fait des messages énergétiques, qui a des spécificités vraiment pour accompagner les gens, les deux hein, d'ailleurs. Il y a aussi Sylvie Meyer que j'ai pu rencontrer comme ça, qui fait des constellations familiales, qui fait de l'énéagramme, qui fait aussi du référentiel de naissance. Tout ça, j'ai pu rencontrer différentes personnes, mais la personne vraiment qui m'a marqué le plus, c'est Nicole Dron. C'est une femme qui a fait une EMI, donc une expérience de mort imminente. Et, euh, et cette femme, je crois que je ne l'oublierai jamais. Ça a été un déclic dans ma vie. Oui, pourquoi? Parce qu'elle avait une façon de raconter sa vie sans pour autant vouloir te dire que ce qu'elle avait vécu, c'était sans imposition. C'est-à-dire, elle ne t'imposait rien. Tu prenais les informations, c'était bien. Tu ne les prenais pas, c'était aussi bien. C'est toi qui décidais. C'est-à-dire qu'elle racontait sa vie de façon illicite, de façon naturelle, mais tu sentais réellement que tout ce qu'elle vivait, il y avait une justesse, que c'était juste, et que
quelque part, elle se fichait de savoir si tu étais OK avec ce qu'elle racontait ou pas. Elle était elle. Et, et sa façon de... oui, cette narration qu'elle avait, euh, eh ben, c'est tout simplement waouh, quoi. Et puis, ses propos, de savoir que derrière la mort, il y a une vie et que peu importe le chemin que tu prends, eh ben, c'est que c'est le bon chemin pour toi parce que de toute façon, si tu devais prendre le chemin A et tu dis, après dans ta voiture, admettons, tu arrives au stop et puis tu dis, bon, je prends à gauche ou à droite, alors tu dis, bon, à gauche. Et en fin de compte, tu prends à gauche, tu dis, punaise, c'est pas possible, j'aurais mieux fait de prendre à droite parce que du coup, tu as plein de circulation, tu as des bouchons et tout. Et en fin de compte, c'est que tu dois le vivre. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, waouh, en fin de compte, quoi que tu puisses décider, c'est ton choix et c'est que tu en as besoin pour vivre. Et ça, pour intégrer ça, ça a été long, mais j'ai gardé ça jusqu'à maintenant. Mmh. Et c'est-à-dire, c'est vraiment aller sentir chez toi, dans ton corps, en disant, OK, est-ce que c'est bon de tourner à droite ou à gauche? Et la première, vraiment, ce qui monte en premier, c'est ce qui est bon pour toi. Mmh. Seul le corps sait, la tête ne sait pas. La tête, elle est là pour apprendre des connaissances. Mais après, dans ta vie, quand tu prends des décisions, le corps, lui, seul lui sait. C'est-à-dire, ça va faire waouh ou ça va faire. Et justement, là, si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui est en train de vivre une expérience difficile, qu'il a pris, la direction de gauche, qui est embouteillé et qui Oui. est dans cette situation-là, toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais justement pour accueillir cette expérience? Euh, bon, alors déjà, je donne pas de conseils. Je dirais simplement de voir les choses peut-être, mais j'allais dire de prendre du recul, d'être un peu, j'allais dire, en apesanteur au-dessus de ce que la personne peut vivre, d'être observateur de ce qu'elle vit, même si c'est difficile, parce qu'il y a vraiment des moments qui sont très, très difficiles à faire ce genre d'exercice, et d'être au-dessus, c'est-à-dire vraiment de voir la scène et te dire, OK, si c'était ma meilleure amie, qu'est-ce que je lui suggérerais? Mmh. Et, euh, et donc de se considérer, mais c'est un chemin, hein, je sais que ce que je dis, c'est loin d'être évident, mais c'est vraiment, c'est OK, tu vis ça, mais maintenant, qu'est-ce que tu veux t'en sortir, tu veux vraiment aller vers la lumière, quelque part, sortir de ce trou-là, de ce puits, ben regarde, tu vas monter un barreau, puis un barreau, puis un barreau, tu vas avoir un palier. Et ben c'est vraiment d'accompagner la personne déjà à mettre simplement le pied sur la première marche. Mmh. OK. Simplement j'allais dire déjà, quand elle est dans le brouillard, c'est simplement lui montrer qu'il y a la lueur du soleil derrière le brouillard. Mmh. Et si cette personne, elle a du mal à voir justement cette lumière derrière le brouillard, comment, comment s'y rapprocher au plus près? En fin de compte, c'est la reconnecter à elle, c'est-à-dire à son corps. C'est simplement, déjà, simplement lui faire fermer les yeux, lui demander comment elle se sent, elle, à l'intérieur, et vraiment être à l'écoute d'elle. C'est-à-dire, c'est plus toi qui vas prendre des décisions, c'est elle qui va les prendre. Mais c'est simplement qu'elle puisse se reconnecter à son cœur, à ce qui se passe en elle. Toute la colère, tout ça, qu'elle se connecte à sa colère. Toute la frustration, qu'elle se connecte à sa frustration, ça fait partie de l'être humain. Et on ne va pas balayer tout ça parce que aujourd'hui, ça lui appartient, elle en a besoin, ça a été sa force, elle a une tendance à s'identifier plus à son mal-être que à son bien-être. Donc, on va vraiment l'accompagner là-dedans afin qu'elle puisse transformer elle-même les choses. Mais il y a une certitude chez moi, c'est que je vois toujours le potentiel derrière. Mmh. Du coup, j'ai plein d'autres questions à te poser parce que du coup, il y a eu plein de trucs intéressants. Heu, déjà, moi, j'aimerais aussi que tu me parles de cette relation avec tes fils. Tu m'as dit qu'elle était importante pour toi. Heu, Oui. toi, comment est-ce que tu as abordé justement, ce changement avec tes fils, ton propre changement, voire même, un exemple peut-être de ce qui s'est passé lors de cette transformation relationnelle? Alors déjà, pendant cette transformation personnelle, il y a eu des étapes. J'ai énormément pleuré.
j'ai pris conscience de beaucoup de choses et notamment, j'ai posé des questions. C'est-à-dire ma première pendant l'enseignement avec Lise Bourbeau, heu, il y a eu des exercices et je suis allée voir ma sœur, ma petite sœur et je me suis excusée vis-à-vis d'elle déjà, de tout ce que j'avais pu lui faire subir étant jeune. Ça serait aujourd'hui, je le ferais plus parce que ce qui s'est passé, c'est que ça devait se passer et que c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être la personne que je suis. Mais à l'époque, il y avait un exercice, je l'ai fait et donc je suis allée vers ma sœur pour, m'excuser parce qu'elle était plus petite que moi, enfin 2 ans, hein, mais en même temps, à ce moment-là, j'avais un caractère et c'est vrai que j'ai fait subir des choses chez mes parents. À l'extérieur, ça se passait toujours très bien, mais chez mes parents. Après, j'ai parlé beaucoup avec mon père parce que j'ai perdu ma mère en 2004 et j'ai commencé, le développement personnel, 2 ans après, 2 ans, 3 ans après. Donc j'ai parlé beaucoup avec mon père lorsqu'on allait tous les 2 à un mariage. Je lui ai posé des questions. Je lui ai demandé, comment il vivait les choses. J'ai commencé là à poser des questions et à changer un peu la relation avec mon père. Parce que c'était ma décision de pouvoir avoir ces échanges avec mon père, mais c'était vraiment, ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai vécu, avant 2022, hein. C'était vraiment le basique, le tout début, mais en même temps, c'est moi qui ai changé, c'est moi qui voulais changer, ma perception de la vie. C'est moi qui a pris la décision de changer de vie. C'est moi qui ai pris la décision de, changer la relation avec mes enfants. Donc c'était impossible de demander aux autres de changer quoi que ce soit. Donc c'était à moi d'aborder les choses de façon différente afin que l'autre puisse l'entendre. Mais je me suis pris des gamelles, hein. Ah oui, lesquels? Ah, des gamelles graves, parce que quand tu commences, comme la plupart des métiers d'ailleurs, quand tu commences le développement personnel, tu as envie de tout faire la révolution. Tu dis, mais c'est génial, tu verras. J'avais acheté tous les bouquins pour ma sœur, je lui avais tout donné à ma petite sœur. Tu vas voir, c'est génial, machin, non, non, non. Tu es tellement emballé, c'est que tu saoules les gens. En fin de compte, ça fait l'effet inverse que ce que toi, tu as envie. Hein. Et, mais je me suis pris des râteaux en me disant, mais Christelle, tu es sur une autre planète. Moi, j'ai Et l'impression, que dans ce que tu me dis, c'est un peu au début quand tu penses au développement personnel, c'est, tu dis des choses, tu parles de ce que tu vois, tu as l'impression que c'est incroyable et quelque part, les gens, en fait, ce qu'ils voient réellement derrière, c'est quand tu l'incarnes plus que quand tu en parles comme ça. Mais bien sûr, mais au début, quand tu découvres, c'est tout ce que tu as, tout ce que tu as lu, tout ce que tu dis, oh, mais c'est génial, en fin de compte, il y a ça, c'est différent. On n'est pas obligé de gueuler, t'es pas obligé de rouspéter après tes enfants, tu peux intégrer une autre façon de voir les choses. Et tout. Tu dis, mais c'est tout est nouveau. Tu dis, mais tu as envie de tout t'as envie que, en fin de compte, c'est le pays des bisounours. Hein. C'est le manège enchanté. Mais pas du tout. Et C'est du pas coup comme ça que ça se passe. et si on en revient à du coup, tu as commencé à travailler avec la relation avec ton père, du coup, où tu as Oui. commencé à vouloir changer les choses, à aborder les choses de manière différente, tu t'es pris des gamelles et cetera par rapport à ça et du coup, après, par rapport à la relation avec tes fils, ça La a relation changé? alors la relation avec mes enfants, ils avaient 10 ans, donc 10 ans et 12 ans, un truc comme ça, heu et tu peux à aucun moment, tu peux demander à un enfant de changer. J'ai essayé, hein, ça marche pas. Ça partait en live et cetera, donc j'ai dit: «Ça fonctionne pas» et j'ai changé. J'ai transformé les choses. C'est-à-dire que j'ai essayé d'aborder les choses de façon différente, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Mais à chaque fois, ça partait en live, je gueulais, ça marchait pas. Jusqu'au jour où, ben, la respiration, merci, j'ai respiré, j'ai dit: «Ben, je vais peut-être mettre mon ego de côté» parce que mes enfants, ben, comme la plupart des jeunes, à ce moment-là, parce qu'ils sont fin des années 90, donc c'était les jeux vidéo, c'était les mangas, c'était déjà accepté qu'ils pouvaient jouer aux vidéos. C'était accepté de pouvoir jouer sur un ordinateur. C'était accepté de lire des mangas parce que moi, c'était pas du tout de ma génération et et puis un jour, j'ai dit: «Bon, je m'assois». Je me suis assise sur leur bord du lit, au pied de leur lit, à côté d'eux et j'ai regardé ce qu'ils faisaient. Mmh. Mon fils, il m'a regardée
les 2, hein, d'ailleurs, elles m'ont regardée. Puis ils m'ont dit: «Mais tu fais quoi?» Ben, j'ai dit: «Je regarde ce que vous faites Mmh. et est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne?» Parce qu'il y avait des jolis graphismes. Le graphisme était beau pour l'époque, hein, parce que bien sûr ça a évolué depuis. Mais à l'époque, je me suis dit: «Waouh, c'est quand même beau». Parce que en fin de compte, je suis rentrée dans leur monde. Mmh. Je leur ai pas demandé de rentrer dans mon monde. C'est moi qui suis rentrée dans le leur. J'ai appris à savoir ce qu'ils aimaient, ce qu'ils voulaient, de quelle manière, la façon dont ils travaillaient à l'école, comment je pouvais les aider. Alors moi, ça a été mon point noir, ça, hein, accompagner mes enfants à l'école. Waouh, c'était très difficile. Et après, j'ai dit: «Je lâche l'affaire, débrouillez-vous parce que moi, je n'ai pas cette capacité de vous accompagner». La patience, c'était pas possible chez moi, il fallait que ça soit inné, il fallait qu'ils sachent tout de suite, donc c'était pas la peine. Ils s'en sont très bien sortis tout seuls. Je les ai accompagnés, je les ai poussés, je les ai félicités. Par contre, je suis vraiment rentrée là-dedans, parce que pour moi, c'était important. Je les ai écoutés. Je sais que par moments, ils m'ont eu, hein, faut pas rêver non plus, hein. Ils ont dit: «Oh maman, elle change et tout», mais pas que. C'est-à-dire que quand il y a eu, quand on change nous, en tant qu'adulte et que les enfants ont un parce que tu as mis en place un fonctionnement et que quand toi tu changes les choses, ben ça crée de la résistance en face. Et je me souviens de mon plus grand, ben, il y a eu tellement de résistance, c'est que je l'ai poussé dans ses retranchements afin qu'il puisse exprimer tout ce qu'il avait exprimé, c'est-à-dire qu'il puisse vraiment jeter toute la haine qu'il avait vis-à-vis de moi, cette colère profonde qu'il avait vis-à-vis de moi. Je l'ai poussé dans ses retranchements. Je suis passée par tous les noms d'oiseaux, mais j'étais dans l'acceptation de ce moment-là précis où il avait besoin de se libérer au niveau psychique, corporel, physiologique pour qu'il puisse passer à autre chose. Mmh. Ça a été quoi l'impact après derrière de ça? Oh, mais ça a changé l'énergie de la maison. Mmh. Comment tu l'as ressenti ça, le changement? J'ai ressenti parce que c'était plus calme, c'était serein. Il y avait plus d'agressivité de lui vis-à-vis de moi. Il y avait plus de prise de pouvoir. Il y avait plus tout ça. Il y avait plus comment on appelle ça, de confrontation. Mmh. Alors je dis pas que ça n'a pas été tout le temps comme ça, hein, mais en tous les cas, heu, tout ça, s'était apaisé Mmh. et puis après, ben, c'était une étape. Après, il y en a d'autres parce qu'ils grandissent et moi aussi. Donc Mmh. il y a eu des évolutions, mais ça a été les moments qui m'ont le plus marquée et à partir de ce moment-là, quand j'ai vu que j'avais des possibilités, pour moi, c'était des portes ouvertes à ne plus regarder la vie par le trou de la serrure, mais d'ouvrir la fenêtre et d'être OK avec ce qui se passait en face de moi. Mmh. Là, tu m'as Et Et là, j'ai plus jamais rien lâché déjà. Déjà, je lâchais pas avant, mais à partir de ce moment-là, j'ai dit: «Plus jamais je lâcherai la relation avec mes fils». mmh. Tu m'as dit que du coup, tu m'as beaucoup dit, aborder les choses de manière différente. Toi, du coup, ta manière de faire et d'être pour rentrer là-dedans, de ce que j'ai compris, c'est de rentrer dans leur monde quelque part et Oui. aussi de pousser l'autre dans les retranchements pour qu'il puisse se libérer, c'est ça? Alors, c'est pas systématique, ça dépend des personnes, mais en tant que maman, si tu veux, moi, je connaissais pas mes enfants. Je savais pas ce qu'ils aimaient, je savais pas je les connaissais pas. C'était comment J'étais avant, en fait, du coup? Parce Eh ben, que ils manquaient de rien. J'étais dans voilà, ils avaient une maison, ils allaient voir les copains, ils étaient habillés, ils mangeaient, ils manquaient de rien. Ils pouvaient jouer, il y avait des caisses de jouets à pas finir. Au niveau matériel, il y avait pas de souci. J'étais là, physique, mais j'étais pas là au niveau psychologique. C'est-à-dire que j'étais là au niveau physique, mais il y avait rien, j'étais vide. Il y avait rien, il y avait beaucoup de colère en moi. Énormément de colère, j'étais même violente avec eux quand ils étaient petits. mmh, Aussi bien verbal que physique, c'est ce qu'on m'avait appris, donc je pensais faire bien. mmh, Jusqu'au jour où quand j'ai lu Lise Bourbeau, j'ai dit: «Mais non, mais pas du tout». Et là, par contre, une grande culpabilité est rentrée en moi et ça a été ma force, cette culpabilité, jusqu'à aujourd'hui. mmh.
comment tu as géré ça justement, le fait d'avoir, eu cette culpabilité, bah, de se rendre compte en fait qu'on Eh ben, pouvait pas faire autrement? Mmh. j'ai grossi énormément, enfin énormément, oui, j'ai pris du poids, parce que j'ai caché cette culpabilité profonde, parce que d'abord je la sentais pas, hein, je la voyais pas, hein. Mmh. Ça a été que dernièrement, que là, on est en janvier 2025. C'est il y a que quelques semaines en arrière que j'ai pu prendre conscience que cette culpabilité, en fin de compte, je l'avais enfouie et que, ça a été ma force, ça a été mon moteur pour transformer la vie avec mes enfants. Mmh. Comment tu t'es rendu compte de ça? Lors d'un coaching, Mmh. avec Grégoire, où, je sentais, alors non, je sentais qu'il y avait quelque chose chez moi qui allait pas, à l'intérieur. Je le sentais de l'intérieur, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, et j'ai dit: «C'est pas possible», et durant l'école de David, je ressentais des choses. Déjà, même quand je l'ai prise, quand j'ai signé l'école pour les 2 ans de coaching, hem, je sentais déjà des choses qui devaient se transformer chez moi, mais je ne savais pas quoi. Mmh. Et même lors des coachings et cetera, il y a eu une évolution avec nos entraînements et tout ça, il y a eu une évolution, et jusque-là, dernièrement, en disant: «Non, là, j'ai besoin de sentir vraiment, la puissance de ce coaching». Et par rapport à toi, c'est-à-dire que comme tu avais des relations avec Grégoire, tu me l'as conseillé, et donc j'ai vécu ça avec lui, et là, on a pu remonter, si tu veux, à la source, de ce que j'ai vécu avec mes fils, et de même avant, c'est-à-dire que à mes lectures, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à culpabiliser. Mmh. De tout ce que j'avais mis en place, c'est-à-dire de toute la souffrance qu'ils avaient subie, de ma façon d'être, c'est-à-dire dans la violence, dans la non-compréhension, de ne pas avoir été là, de ne pas les avoir entendus, pas écoutés, de ne pas avoir été présente avec eux. Tout ça, ça faisait une boule, si tu veux, tout ça, c'était compacté, hein, et ça faisait une boule de culpabilité qui était, gros comme, j'allais dire un ballon de foot ou de basket, tu vois? C'était quelque chose de très, très, très lourd, mais que j'avais enfoui parce que, je voulais vraiment réussir la relation avec mes fils, Mmh. et qu'aujourd'hui, mes fils sont grands parce qu'ils ont 30 ans, et 26 ans, donc ben, de comprendre qu'aujourd'hui, ils m'ont dit merci tous les 2 d'être la personne que je suis, et le grand m'a dit qu'il pouvait avoir confiance en moi. Le plus jeune m'a dit qu'il était fier d'avoir une mère comme moi, donc c'est mes cadeaux, hein, de tout ce que j'avais mis en place, et ça vraiment c'est merci, quoi. Mais j'attendais rien en fin de compte d'eux. C'est eux qui ont j'ai jamais ré j'ai à aucun moment j'ai attendu quoi que ce soit de leur part. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi en fin de compte. Mmh. Parce qu'en fin de compte, j'ai pu m'apercevoir que sur ce chemin-là, quand tu fais du travail pour toi, Heu, Mmh. enfin, tu le fais que pour toi, en fin de compte, ce chemin. Tu le fais pas pour, ton fils, ta mère, ton père, non, tu le fais pour toi, pour te libérer à l'intérieur de poids, en fin de compte. Mmh. Parce que c'est plus en adéquation avec toi. Donc ce que tu vas mettre en place, il y a que toi qui pourras le mettre en place, parce que l'autre en face, il en a rien à foutre. D'abord, ça lui vient même pas à l'esprit. Ouais. Mais par contre, sa réaction sera différente parce que toi, tu verras la vie de façon différente, Mmh. et tu auras une approche différente avec lui. Et ça te fait quoi là de te rendre compte que tu es capable de changer une relation avec tes fils, que, quelque part tu as été capable de changer des choses et de faire quelque part de ton histoire une force pour avancer? Mmh. Ça te fait quoi? C'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire. Mmh. C'est le plus beau cadeau que je pouvais me faire, parce que, aujourd'hui, ben, je suis plus près de la mort que de la naissance, hein, parce que j'ai 60. Bah oui, hein, j'ai quand même tu t'aperçois quand tu te retournes, tu dis: «Waouh, j'ai quand même déjà vécu 60 ans». Hem, Tu te dis: «Bah, c'est maintenant ou jamais que tu as envie de mettre les choses en place», que tu as suffisamment, attendu pour, réussir ce que toi tu veux, et tu dis: «Oh merde, maintenant j'y vais».
Mmh. Et du coup, justement, ça fait un lien avec la question que je voulais te poser. Tu te vois où, dans 5-10 ans? Je me vois où dans 5 10 ans? Je me vois heureuse avec mes fils, déjà, pour commencer, où on peut vraiment avoir des échanges, déjà on les a, hein, mais de continuer de perpétuer, cette, solidité et en même temps, je m'aperçois aujourd'hui que j'ai besoin moi de lâcher quelque chose vis-à-vis d'eux, que j'ai construit forcément, mais où ça ne leur rend pas service aujourd'hui. Ni à eux ni à moi C'est-à-dire? et surtout pas moi. C'est-à-dire d'avoir cet attachement. Demain, je peux avoir, un accident de voiture. Si demain je meurs, mes 2 fils là, tu les ramasses à la cuillère et c'est ce que je ne veux pas. C'est-à-dire que le lien que j'ai créé, fondamental avec eux, aujourd'hui a besoin de se transformer. C'est pas de le couper, c'est de le transformer autrement. C'est-à-dire moi, j'ai besoin de changer ma relation avec eux. Si demain tu m'enlèves mes 2 fils, mais je meurs. Mmh. Mais pour certaines personnes là qui vont écouter, c'est quelque chose qui paraît évident. Tu du coup, qu'est-ce qui fait que toi, tu as envie de changer ça, en fait? Parce que la vie continue. C'est pas parce qu'ils vont partir que la vie ne continue pas. Donc, si tu veux, la vie continue et se dire, OK, j'ai fait des enfants, mais ils m'appartiennent pas parce que il y a encore il y a encore ce petit truc d'appartenance, hein, c'est mes fils, c'est mes cocons, tu vois, c'est ma petite peluche, c'est à moi, ces petits, tu vois, mais sauf que c'est plus ça. C'est Mmh. des adultes, ils sont grands et surtout, ça ne les aide pas dans leur développement, euh, d'homme, je dirais. Mais c'est quoi ton pouvoir là-dedans, quelque part? Mais moi, je parle de moi, je parle pas d'eux. C'est-à-dire, c'est à moi de faire le chemin, de, de transformer cette relation autrement. C'est-à-dire, c'est de prendre conscience, qu'est-ce qui fait que je sois aussi attachée à mes fils, alors qu'aujourd'hui, je peux avoir cet attachement, mais de façon différente. C'est-à-dire, ne plus être dans une pseudo, dépendance, mais dans une relation saine, en toute liberté. Mmh. Et c'est Tu un autre amour. Du coup, tu peux en dire plus sur ça, sur, par rapport à ce côté, justement, attachement extrême de ses enfants? Par exemple, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont dans ce truc-là, d'attachement extrême de leurs enfants, qui a ce sentiment d'appartenance qui est même peut-être plus présent que toi, toi, qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça? Bah, j'allais dire, plus tu crées de dépendance vis-à-vis de tes propres enfants, plus toi, en fin de compte, tu t'éteins. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, tu n'existes plus. Si tu mets tout, si tu projettes tout ton amour sur tes propres enfants, parce que tu as la sensation de ne pas exister sans eux, c'est qu'il y a un problème chez toi. C'est-à-dire que je suis un individu à part entière, je suis une maman, hein. Mmh. Je suis une maman, mais je ne suis plus une maman aujourd'hui. Je suis une mère. OK. C'est quoi la La ma nuance? la différence, c'est quand tu es quand tu as des enfants, quand tu as un bébé, ton bébé, il grandit, il devient bambin. De bambin, il va devenir petit enfant. Du petit enfant, il va devenir enfant. Il va devenir ado. Là, en fin de compte, la maman accompagne son fils à grandir. Mmh. Son fils, sa fille, peu importe qui. Accompagne l'enfant à grandir et après, il devient adulte. Mais quand il devient adulte, tu plus une maman, tu es une mère. Parce que tu as un fils en face de toi. Tu as un adulte. Donc, ça restera toujours mes fils, mais c'est plus mes enfants, proprement dit. Un enfant, c'est petit, mais un adulte, c'est grand. Donc, ils ont grandi. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on a des relations d'adulte à adulte. Mmh. Je ne parle plus à un enfant de 5 ans. Je parle à un adulte de 30 ans et de 26 ans ou de 33 ans ou de c'est plus des enfants. Donc si tu veux, la relation elle évolue. Donc Mmh. toi aussi tu évolues. Donc comme tu évolues, ben c'est tes fils, oui, tes enfants, non. Ça restera toujours les petits vis-à-vis de toi. Bien sûr, parce que c'est toi la mère ou le père. Mais vis-à-vis de la relation, profonde, c'est tu restes quand même, il y a le lien, mais ce sont des individus à part entière. Mmh.
Et comment on fait ce chemin en tant que parent, justement, si on ressent que, sans nos enfants, on n'existe pas et qu'on passe toute notre vie, sur nos enfants? Comment est-ce qu'on peut travailler sur soi, justement? Bah, c'est travailler sur l'autonomie, qu'on a vis-à-vis de soi-même par rapport à notre entourage et c'est de travailler aussi sur la blessure d'abandon parce que c'est celle-là et c'est pas par hasard qu'on a ce genre de blessure parce qu'en fin de compte, ça se rapporte aux 5 blessures de Lise Bourbeau, donc les 5 blessures morphologiques, qui apportent en sachant très bien on les a toutes, hein, ces 5 blessures, mais qu'on les transforme au fur et à mesure, c'est-à-dire on va les expérimenter toutes, mais il y en a 2 proéminentes et une comme qu'on a peut appeler l'humiliation qui est là, elle est que temporaire. Si tu travailles dessus, tu l'as plus, hein, mais tu en auras toujours 2. C'est comme ça. Après, quand tu es bébé, quand tu es petit, tu en développes une, mais comme tu n'as pas la capacité de travailler dessus, tu en développes une autre dans ta vie quand tu es plus grand, ce OK. qui f qui vont en lien. Donc quand tu prends conscience que avec la relation avec ton fils ou ta fille, tu sens, mais de toute façon, tu le sens à l'intérieur de toi que c'est pas OK. Parce qu'en fin de compte, si tu es vraiment, si tu fais abstraction et que tu dis: «Oh, mon fils», je sais pas, par exemple, tu viens, déjeuner tous les jours, ou tous les vendredis ou tous les jeudis, enfin peu importe quoi. Si tu fais tout pour eux, c'est qu'il y a un problème. Mmh. C'est que tu Et existes plus. pourtant, il y a des gens qui considèrent que c'est normal. C'est ça que je veux dire. La normalité n'existe pas. La normalité est la vérité de chacun. Ouais, j'ai envie de tu sais, tu m'avais parlé d'une phrase un peu: «On est à poil et on meurt à poil, tout C'est seul». ça, mais c'est ça, en fin de compte, tu nais tout seul, même si tu as un jumeau, tu es quand même né tout seul, tu arrives tout seul, hein, tu tiens pas la main à quelqu'un, hein, quand tu sors du ventre de ta mère, hein. Donc tu nais tout seul, hein, et tu meurs tout seul, à part d'avoir un accident, des choses un peu exceptionnelles, hein, ce qui est rare. Mais en même temps, donc tu meurs tout seul, tu iras tout seul dans la boîte. Tu ne vis que des expériences pour toi. Tu vis pour toi, tu as appris à courir, tu pas appris à courir avec ton voisin, tu as appris à courir toute seule, tu as appris déjà à marcher et le fait déjà de marcher alors les gens qui me disent: «On n'évolue pas», mais non, c'est des conneries tout ça. Ah bon? Parce que toi, tu es resté bébé peut-être? Non, tu as grandi, tu as été à l'école, tu es devenu adulte, tu as trouvé un travail. On évolue, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, ce que tu choisis ou tu choisis pas, de toute façon, tu choisis et tu pas le choix, tu grandis. Mmh. Donc, c'est forcément une évolution. Alors, soit tu en prends conscience et tu dis aujourd'hui, tout va bien, ouais, génial. Ah bon? Ah ouais, mes parents, ils étaient géniaux. Alors ça, pas une fois, ça par contre, j'y crois pas un seul instant. Je suis sûre que dans toute ta vie, que ce que tu as vécu, il y a eu des hauts et des bas. Ton père, il t'a engueulé à un moment donné, tu t'es pris peut-être une baffe ou pas, mais tu as eu une sensation qui était désagréable, tu as eu une sensation qui était peut-être agréable, tu as eu peut-être un excès de joie et après tu t'es cassé la gueule. Je suis désolée, on vit tous des choses. Mmh. Pas une seule personne sur cette planète n'a pas vécu quelque chose, je ne le crois pas un seul instant. Mmh. C'est pas possible. Même dans les tribus, et cetera, ils se pouillent. Donc, pourquoi nous, on ne se pouillerait pas? Donc, si tu te pouilles, c'est qu'il y a des choses à régler chez toi. Mmh. En fin de compte, quand on commence à travailler sur soi, on va chercher l'équilibre. Mmh. Oui. Donc, vis-à-vis d'un enfant, tu dois avoir aussi ton équilibre. Parce que toi, tu es individu. Lui, il est individu aussi. Il ne fait pas partie de toi, hein. Il est à l'extérieur. Il ne peut pas faire partie de toi. Il ne vit pas à l'intérieur de toi. Donc, il a aussi quelque chose à vivre. Mais Oui. toi, en tant qu'adulte, en tant que mère ou père ou pas maman ou papa, tu as besoin de te détacher de ton enfant pour l'observer. Tu as pas fait un ange, hein. Mmh mh. On est sur cette planète pour comprendre des choses, on est le trait d'union entre le ciel et la terre, hein. Donc, comme on est le trait d'union, eh ben, on a les pieds sur terre et on a la tête dans les étoiles. Le tout, c'est d'accorder les 2 ensemble Mmh. et c'est de trouver l'équilibre. Oui. Donc, toi, tu es la fille de ta mère, mais tu as été enfant. Mais tu n'es plus une enfant. Tu as le droit d'avoir tes pensées, tu as le droit d'avoir ta façon de penser. Le chemin qu'on t'a montré entre 0 et puis 20 ans, tu as le droit de faire le tri de ce qui te convient, de ce qui ne te convient pas.
et de prendre et de garder que ce qui te convient, même si les parents sont pas d'accord. Mmh. Ils ont le droit de pas être d'accord, mais ils ne peuvent que accepter ce que toi tu es. Ouais, ça, c'est important. Bah, c'est la seule possibilité. Mmh. On accepte bien d'une amie, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire quand tu vas avoir une amie, elle va pas être à ton image. Mmh. Et pour autant, beaucoup de personnes pensent que on est aimé par ce qu'on fait, pas forcément par ce qu'on est. Même si Non, ce qui est ce qui nous important, nourrit. c'est parce que la personne est. En fin de compte, inconsciemment, tu es attiré par ce que la personne est, pas par ce qu'elle fait. Mais les gens, parfois, cherchent à être aimés par ce qu'ils font. Bah oui, mais ça, après, ça s'apprend et ça se transforme. Et je voudrais La par vie rapport, d'aujourd'hui se transforme. Comme, tu peux tout transformer. Le tout, c'est de le vouloir. mmh, par rapport au temps qu'on a, je voulais juste poser une question aussi par rapport à ce que tu as dit au niveau de la notion d'équilibre. Tu m'avais partagé un triangle, ce que je le fais aux autres. C'est un triangle que Lise Bourbeau a fait, mais c'est aussi le triangle de Cartman, ce qui revient au même, hein. C'est-à-dire, ce que je me fais, je le fais aux autres et les autres me le font au même degré. C'est-à-dire, si je ne m'aime pas, je n'aime pas les autres et les autres ne m'aiment pas au même degré. Je me rejette, donc je rejette les autres et les autres me rejettent au même degré. Comment on sort de ça? Comment on sort? En prenant conscience quand tu rejettes quelqu'un et quand quelqu'un te rejette. Et quand toi, tu te rejettes toi-même. Si, par exemple, tu as un projet, on va prendre la blessure de l'abandon, c'est parce que l'abandon me plaît beaucoup. Le rejet aussi, mais c'est plus parlant de l'abandon. C'est-à-dire, tu as un projet. Admettons, tu dis, voilà, je veux ouvrir un cabinet. Je prends un exemple bateau. Tu dis, OK. Et puis tu dis, oh non, c'est trop difficile, tout ça. Pourtant, tu sens qu'à l'intérieur, c'est ça. Mais il y a trop de difficultés, il faut faire des papiers, il faut faire des trucs, des machins, des nains. Tu dis, oh, j'abandonne le projet. Tu abandonnes le projet ou toi? Le projet est bien de toi. Donc, c'est toi que tu abandonnes. À chaque fois que tu abandonnes quelque chose vis-à-vis de toi-même, tu abandonnes à l'extérieur. Mais n'oublie pas que tout ce qui se passe à l'intérieur de soi fait la prolongation à l'extérieur. C'est-à-dire que quand tu es mal, tu peux t'attirer des choses qui sont néfastes de l'extérieur pour vivre l'expérience de choses désagréables, mais l'inverse aussi. Mmh. Ça marche dans les 2 sens. Donc, quand toi, tu décides de créer un projet et que tu as senti que c'était juste, que c'était OK, va jusqu'au bout. Mmh. Parce que sinon, on s'abandonne. Mais aussi, tu peux t'abandonner parce que tu es en vacances. Et là, tu t'abandonnes réellement parce que tu fais confiance à la vie. C'est ça de s'abandonner. C'est de faire confiance à la vie, c'est de faire confiance à ce qui se passe en soi et de vivre l'instant présent. Mmh. En sachant qu'il y a un chemin du coup dans tout ça. Il y a un chemin énorme, enfin énorme. Il y a un chemin Mmh. où on a besoin déjà de mettre un pied dessus. Et avant d'en arriver là, c'est de respirer, de voir les choses de façon différente et de croire en la vie et en soi. Oui, et je voudrais juste qu'on revienne, sur quelque chose, c'est-à-dire que toi, par rapport à tout ce que tu as pu apprendre professionnellement parlant et par rapport à ton histoire, toi, du coup, comment est-ce que tu accompagnes les personnes vers ce chemin, justement? Ben, en fin de compte, comme je disais tout à l'heure, en fin de compte, la personne, comment je fais j'adore écouter les gens, déjà pour commencer. Et je vais te dire de toi à moi, c'est plus facile d'écouter que de parler de soi, hein. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est amusant de retourner les rôles, hein? Oui, ben, c'est pas trop mon truc quand même. C'est beaucoup plus facile pour moi de faire parler les gens que, de parler de moi. Quand tu fais parler les gens, c'est bien d'écouter leur vocabulaire, les mots qu'ils emploient, la façon dont ils s'expriment. C'est une mine, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et après, tu prends conscience, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand j'accompagne les gens, déjà, je les ai au téléphone, je me sers de la numérologie, je me sers du référentiel de naissance, je peux aussi me servir de l'énéagramme, ça me donne des éléments. Euh, et ça me donne des éléments sur la profondeur de ce que est la personne. Maintenant, je ne détiens aucune vérité, hein. La vérité, elle est en chacun de nous. Mais en même temps, ça me donne moi des éléments pour comprendre au plus profond la personne. Et quand elle va me parler, quand elle va dire des choses, je vais être dans une réelle écoute et je vais rebondir sur des choses qu'elle dit pour qu'elle puisse prendre conscience
de ce qu'elle elle-même parle et dit. Parce que la plupart du temps, comme dirait une certaine personne que tu connais bien aussi, hein, David Laroche, c'est que c'est pas les faits qui nous font mal, c'est toute l'histoire qui se tourne autour. Mmh. Donc, c'est toute l'histoire qu'on peut se dire, oui, mon père était comme ça, ma mère était comme ci, et c'est passé ci, c'est passé ça. Oui, alors tu comprends. C'est toujours la faute des autres, mais c'est jamais de notre faute. Non, 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 non. Tu es là pour vivre des expériences. Donc, c'est aussi ta responsabilité de voir les choses de façon différente et de prendre ta part de responsabilité là-dedans. Dans tout ce que tu vis, tu as ta part de responsabilité sans exception. Mmh. Tu as décidé de vivre ça parce que quelque part, tu avais besoin de le vivre. Mais toi, tu as ta part de responsabilité. Alors, c'est très difficile à entendre. Ça, il n'y a pas de souci parce que ça a été très dur pour moi aussi, hein, de comprendre que j'avais ma part de responsabilité. C'est tellement plus dur, c'est tellement plus facile de dire que mon père, de toute façon, il m'a foutu une baffe à 20 ans, parce que c'était le cas, et que je lui ai dit plus jamais tu me toucheras. Hein. Mais qu'est-ce qui a fait que. Ben, alors, j'ai pas envie de travailler là-dessus, puis je vais pas déblatérer là-dessus parce que c'est pas le sujet, mais c'est à travailler, par exemple. Mmh. Tu vois, plus tu vas travailler sur ce qui se passe pour toi par rapport à une situation, par rapport à une relation. N'oublie pas qu'une relation, c'est 2 personnes. Donc 2 personnes, toi inclus. Mmh. Après, je pense que ça peut titiller des personnes par rapport à ce que tu as dit justement sur la prise de responsabilité sur certains sujets qui peuvent être un peu, touchy. Après moi, ça demande quelque part, un accompagnement concret et beaucoup de douceur aussi pour, accueillir ce que tu viens de dire au niveau de Mais cette bien sûr, tu vas responsabilité. pas dire à la personne: «En fin de compte, vous êtes responsable». Elle va te dire: «Mais pas du tout!» Mais en même temps, que les choses soient bien claires, tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de tes choix, même si tu en fais pas, c'en est un. Donc, tu es responsable de tout ce que tu mets en place. Personne n'a t'a décidé et personne t'a mis le pistolet sur la tempe ou le couteau sous la gorge en disant bah, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça. Pas du tout. C'est que simplement, alors quand on est enfant, c'est beaucoup plus compliqué à accepter cette part de responsabilité parce que pour nous, en tant qu'enfant, quand tu es petit, ben, tu n'as pas la possibilité parce qu'il y a un jeu de pouvoir qui s'installe entre les parents et les enfants. Beaucoup, de moins en moins aujourd'hui, ce qui fait aussi que des fois ça peut partir en vrille parce qu'il y a moins de cadres. Mais en même temps, cadrer un enfant, c'est pas prendre le pouvoir sur lui, c'est de lui mettre des limites. Et quand tu mets des limites à quelqu'un, ben, ça peut être accepté comme ça ne peut ne pas l'être. Donc, si tu veux, tout ça, ça revient à qu'est-ce que toi, tu as envie de vivre et la façon dont toi, tu. Nos parents sont là pour appuyer sur des boutons. Nos éducateurs, tous les gens que tu vas rencontrer, ils vont appuyer sur des boutons. Et c'est difficile de vivre en communauté. Mmh. On peut avoir des réactions. Tu peux être fatigué, tu peux avoir vécu quelque chose de difficile, tu peux perdre quelqu'un, donc tu peux être dans un état fébrile. Donc, tu n'auras pas les mêmes réactions pour un même sujet. Mmh. Sur un même sujet, tu peux partir en vrille parce que tu as le droit. Tu peux l'accueillir en disant oh, bah oui, il n'y a pas de souci, parce qu'en fin de compte, c'est OK pour moi, tout va bien, parce que tu seras aligné dans ton corps, tu auras une super journée, waouh, génial. Et puis, et puis, partir en pleurs, ne pas comprendre les choses parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup travaillé, tu es fatigué et que tu n'as pas envie de ça. Mmh. Alors que si tu avais été bien, tu aurais accepté sans aucun souci. Donc tout ça, c'est accepter nos états d'être aussi qui font aussi que, on peut avoir des réactions qui nous appartiennent aussi. Mais de toute façon, ce sont des choix. C'est-à-dire ta façon d'être à toi, ta façon j'allais dire, de t'exprimer t'appartient. Ça, c'est de ta responsabilité, mais la réaction de l'autre ne t'appartient en rien. Mmh. Clôturer avec tout ça, parce que du coup, pour rester dans le timing, j'aurais 2 Mmh, petites questions. Toi, vas-y. si tu aurais un message ou une réflexion que tu souhaiterais laisser aux personnes qui écoutent, ça serait quoi? Prenez soin de vous et prenez conscience de ce qui se passe chez vous, dans la façon de vous exprimer par rapport à votre corps. C'est-à-dire que c'est OK, ta tête, tu en as besoin, mais essaye de t'amuser, c'est-à-dire, oui, de t'amuser à sentir ce qui se passe dans ton corps. D'essayer de le sentir, savoir si ça fait des petites bulles dans ton corps, si ça coince à des endroits. C'est, de simplement faire même quand tu es en voiture, hein, tu es dans les embouteillages, tu prends une grande respiration, tu lâches et puis tu observes ce qui se passe, si tu es en colère, si
Voilà. Et où est-ce que ça se passe? Ça, c'est un super jeu. Je m'amuse souvent à faire ça, moi, quand parce que ça m'énerve tellement les bouchons que je m'amuse à ça. Donc, c'est de prendre conscience que on est unique Mmh. et que la vie mérite d'être vécue, même avec des difficultés énormes. Mmh. Il y a toujours des solutions. C'est de se mettre en mode solution et non en mode plainte. Et quand tu te mets en mode solution, les portes s'ouvrent. Mmh. Et si, les personnes qui nous écoutent, elles voudraient te retrouver, sur les réseaux, sur internet, comment est-ce qu'on peut suivre tes actualités? Alors, je suis pas une très grande fervente de tous les réseaux, mais j'y suis. J'ai quand même, et puis j'ai la chance d'avoir une jeune fille que je connais bien, qui m'aide quand même, même si des fois, je l'embête, hein. Bah, je suis sur Instagram, à ostéothérapie, ou sinon vous tapez Christelle Charrier et puis vous me trouvez, je suis sur internet à mon prénom et nom, et vous trouvez Instagram, Facebook. Je suis sur Instagram et Facebook, même sur LinkedIn. Je n'y suis pas beaucoup, mais je suis pas vraiment, je suis pas une assidue, des réseaux, mais vous trouverez quelques trucs, comme ça, sur les réseaux, Mmh. soit à mon nom, à mon propre nom, Christelle Charrier, soit ostéothérapie, Christelle Charrier. De toute façon, rien qu'avec mon nom, vous avez tout sur les réseaux. OK, ça marche. Bah, merci beaucoup pour tous ces partages. Bah, merci à toi, et puis je te souhaite une belle journée, et puis merci beaucoup, et puis belle journée à vous, et prenez soin de vous parce que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Merci, c'est parfait. Ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que cette conversation avec notre intervenante a inspiré, donné des clés ou même peut-être une petite étincelle pour avancer vers tes propres objectifs. Chez Partage de Coach, on croit profondément au pouvoir de la communauté et de l'entraide pour aller encore plus loin ensemble. Donc, si cet épisode t'a plu, sache que ce n'est qu'un aperçu. En rejoignant notre communauté, vous pourrez participer à des ateliers exclusifs et interactifs chaque semaine, animés par des professionnels incroyables du développement personnel, du business. Ces ateliers vont plus en profondeur pour t'aider à transformer tes ambitions en réalité. Alors, si tu veux continuer l'aventure avec nous, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Partage cette opportunité autour de toi, parce qu'ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, et surtout n'oublie pas, tu as en toi ce qu'il te faut pour briller. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, prends soin de toi et continue d'évoluer. À très vite.